Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous regardez. Bienvenue sur votre chaîne TV web, Afrique TV, dans votre émission Ça fait palabre, ça fait débat. Encore une fois, nous allons nous retrouver pour passer la revue de l'actualité voilà, de la semaine, du mois ou pourquoi pas une actualité plus ancienne. Le premier sujet que nous avons choisi aujourd'hui concerne le Nigeria. Voilà, le Nigeria, tout le monde en parle aujourd'hui, sous le feu de l'actualité, c'est magnifique. Le Nigeria par-ci, le Nigeria par-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une élection présidentielle, parce qu'il y a eu un vainqueur qui est venu du camp de l'opposition, donc qui a dégagé le pouvoir en place, enfin le président en place. C'est très bien, bon, pourquoi pas. Je ne vous cache pas qu'à titre personnel, je ne suis ni pour le perdant ni pour le vainqueur, voilà. Cela m'importe peu, mais il y a quand même quelque chose qui m'agace, qui me fait sourire, qui me fait grincer des dents. C'est le fait que tout le monde félicite Goodluck Ebele Jonathan d'avoir accepté sa défaite. Quand on a perdu, on a perdu. Pourquoi vouloir faire d'un perdant un héros? Quelqu'un qui a perdu, il a perdu, et c'est tout à fait normal qu'il reconnaisse sa défaite. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Et donc, nous, Africains, on devrait sortir de cette posture qui consiste à reprendre les slogans qui viennent d'ailleurs en disant il y a un président qui a reconnu sa défaite. Non, 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 il a reconnu sa défaite, un point, c'est tout. Voilà, concernant son bilan, bon, voilà. On aura l'occasion d'y revenir, mais globalement, on ne peut pas dire que les dernières années aient été les plus réluisantes pour le Nigeria. Alors concernant le vainqueur par contre, nous lui disons bravo parce que voilà, quelqu'un qui a gagné, il faut le féliciter. Mohamedou Bouhari, il était déjà là il y a environ 30 ans, on sait ce qu'il a fait, on sait surtout ce qu'il n'a pas fait, parce que les problèmes du Nigeria, il faut quand même en parler. Le Nigeria, on nous le présente comme le plus grand pays producteur de pétrole et de gaz en Afrique. Bon, pourquoi pas, très bien. Mais à qui ça profite? En tout cas, pas aux Nigérians. Lorsque vous allez au Nigeria, vous voyez des fils interminables à Ibadan, à Lagos, à Abuja. Les gens n'ont pas de carburant. Les gens n'ont ni diesel, rien du tout, rien, il n'y a rien, absolument rien. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que l'écrasante majorité des raffineries du Nigeria ne fonctionnent pas. Voilà, ça fait des années que ces raffineries sont mortes. Il reste une seule qui fonctionne. Le Nigeria, par exemple, est obligé d'importer du pétrole brut. Et voilà un problème sérieux que le nouveau président devrait prendre à bras le corps. Ce que n'a pas fait son prédécesseur immédiat, ce que n'a pas fait le prédécesseur du prédécesseur et ce que n'a pas fait non plus le prédécesseur du prédécesseur du prédécesseur. Voilà des sujets dont il faut traiter et on attend Mohamedou Bouhari là-dessus. Mais on l'attend aussi sur Boko Haram. Nous avons suivi son discours d'investiture. C'est très bien, hein, c'est un discours sérieux, posé. Il a promis la guerre à Boko Haram, très bien. Mais nous attendons de voir parce que l'armée nigériane ne nous donne pas l'impression d'être en mesure d'éradiquer Boko Haram. On serait content qu'il le fasse. On serait content. En tout cas, bravo à Mohamedou Bouhari et puis bon vent à Goodluck Jonathan qui a à peine 58 ans, qui peut-être même reviendra un jour. Hein. Il a plein de choses à faire. C'est un professeur de chimie à la base, donc il peut toujours retourner enseigner la chimie. Il peut servir de médiateur sur le continent, comme il a eu à le faire en Afrique de l'Ouest. Pourquoi pas? Le deuxième sujet que nous avons choisi aujourd'hui, c'est le Burundi. Ah, le Burundi. Le Burundi, bon, tout petit pays d'Afrique, moins de 30 000 km², quelques millions d'habitants, avec un président qui est quand même un sacré numéro, qui passe plus de temps dans les prières et dans les matchs de football que dans la gestion quotidienne de son pays. Bon, il y a eu un simulacre de coup d'État, le président est revenu plus ou moins triomphalement, et dans la foulée, puisque le président veut absolument se présenter à une nouvelle élection présidentielle, ce que n'entend pas l'opposition et la société civile burundaise, mais nous avons appris que l'Union européenne a suspendu sa coopération électorale. Suspendu sa coopération électorale. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'ai plutôt l'impression de penser qu'il s'agit encore d'histoire d'argent. Mais moi, je dis que c'est une très bonne chose que l'Union européenne suspende. Que l'Union européenne prenne son argent, qu'elle ramène en Europe, où il y a beaucoup de SDF, il y a les questions de Rome, il y a des prisons qui sont surchargées. En France, par exemple, d'où nous vous parlons, les prisons sont pleines de monde. Donc, l'Union européenne prenne cet argent pour aider le gouvernement français à régler ses problèmes de prison. Donc, les Africains n'ont plus à tendre la main pour organiser les élections. Et deuxièmement, nous avons appris que le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, a lancé un appel à la population burundaise afin qu'elle participe financièrement à l'organisation des prochaines élections. Bon, nous mettons un point à ce niveau et nous savons que ce point de vue ne plaira pas à tout le monde, mais nous ne sommes pas là pour plaire à tout le monde. S'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections, on ne fait pas d'élections.
S'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections, ne faisons pas les élections. Et nous allons le dire pour la troisième fois, M. Pierre Nkurunziza, messieurs les membres du gouvernement, mesdames les membres du gouvernement du Burundi, s'il n'y a pas d'argent, n'organisons pas les élections. Ce n'est pas parce qu'on va organiser les élections que le peuple sortira de la misère ou que le peuple connaîtra le bonheur absolu. Que le chef de l'État invite les membres de l'opposition, de la société civile et qui prennent le peuple à témoin en disant nous n'avons pas d'argent pour organiser les élections, mais qu'est-ce qu'on va faire du prochain mois à venir, des 6 prochains mois, des 12 prochains mois, ou comment l'État burundais va se débrouiller seul pour trouver de l'argent, organiser les élections. On n'a pas à demander à un peuple qui souffre énormément de sortir de l'argent pour pouvoir organiser les élections. Voilà, ce genre d'idées ne devrait même plus nous traverser. On devrait les oublier. Alors, troisième sujet, c'est la FIFA. La FIFA, nous sommes en pleine semaine avec tout ce qui se passe. Sepp Blatter a été brillamment réélu, triomphalement réélu président de la FIFA. Nous lui adressons ses félicitations. Nos félicitations, pourquoi? Parce que nous savons que la FIFA est l'une des rares organisations internationales où un pays a droit à une voix. Que ce soit le Liechtenstein ou les États-Unis, on ne s'occupe pas du poids économique, on ne s'occupe pas de la puissance politique, on ne s'occupe pas de la taille en termes d'habitants, mais un pays, c'est une voix. Si on prenait l'ONU, le FMI et la Banque mondiale, toutes ces organisations internationales réunies, elles sont moins démocratiques que la FIFA. Mais nous disons, pour une fois, au niveau international, nous avons une organisation où la voix de l'Afrique est comptée et la voix de l'Afrique est acceptée, mais nous disons bravo, parce que nous savons où sont allées nos voix. Mais peut-être qu'un jour, les choses changeront pour que les Africains aient un président à la FIFA. On ne sait pas, mais en attendant, nous disons bravo. Nous avons là l'exemple, vraiment un exemple qu'il faut étudier, qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention, plutôt que d'aller perdre notre temps à l'ONU, au FMI, à la Banque mondiale, des endroits où nous n'existons même pas. Tout ce que nous disons là-bas ne compte pour rien, même pas pour du beurre, parce que pour eux, le beurre a même plus de valeur que les voix africaines. Encore une fois, M. Sepp Blatter, bravo et félicitations. Alors, quatrième sujet, nous revenons sur la nécessité d'un État fédéral sur notre continent. Pourquoi nous le disons? Encore une fois, revenons au Burundi. Il y a quelques semaines, le président du Rwanda a poussé un coup de gueule en disant que 50 000 Burundais avaient fui les violences au Burundi pour se retrouver au Rwanda. Alors, ce que nous disons ici, ce n'est pas pour prendre position en faveur du président du Rwanda ou du président du Burundi. Notre problème, ce n'est pas M. Paul Kagame ni M. Pierre Nkurunziza. Notre problème, il est ailleurs. En 1997, lorsque Kabila fait sa marche sur Kinshasa, il y a des Aïrois qui se réfugient au Congo, sur la rive droite du fleuve. Pourquoi? Parce qu'ils fouillaient la guerre. Lorsque, la même année 1997, le Zaïre, devenu RDC, voit affluer des réfugiés venant du Congo de la rive droite, c'est parce qu'il y avait une guerre sur la rive droite. Donc vous voyez qu'il y a un jeu de domino. Quand il y a le feu d'un côté, les gens se réfugient de l'autre côté. C'est tout à fait humain. Qui accepterait d'attendre de rester au bord de la route pendant que le feu arrive? Les Congolais de la rive droite sont également allés au Gabon. Pourquoi? Parce qu'il y avait la guerre au Congo en 1997 et ainsi de suite. Et en 1994, lorsqu'il y a eu le génocide au Rwanda, il y a des gens qui ont fui le Rwanda pour se retrouver au Burundi, qui se sont retrouvés, d'autres au Zaïre. Il y en a qui sont même allés jusqu'au Cameroun. Et je peux vous dire que j'en connais personnellement qui sont actuellement réfugiés politiques en Europe. Ça, ce sont des éléments qui sont quand même très importants à analyser. Il y a quelques années encore, dans l'Équateur, lorsque ça a chauffé, si je peux utiliser cette expression, les gens ont fui dans la région de la Likwala. Là, nous sommes dans les deux Congos, Équateur, RDC, Likwala, Congo-Foi. Tout ça pour dire ceci aux Africains. Il faut arrêter de se cantonner dans les petites frontières berlinoises qui ont été tracées de 1884 à 1885. La réalité, c'est que nous sommes un sur ce continent. Dès qu'il y a le feu, nous fuyons chez le voisin. Un voisin parfois que nous insultons. Un voisin parfois que nous discréditons parce qu'il n'a pas de pétrole alors que nous en avons. Un voisin parfois que nous vouons aux gémonies parce qu'on estime que pour telle ou telle raison, des raisons souvent stupides d'ailleurs. Et la nécessité de l'État fédéral, encore une fois, elle se ressent à ce niveau. Parce que si on était un peu plus sérieux, on comprendrait qu'on aurait tout intérêt à faire cet État. N'allons pas prendre l'exemple des États-Unis. Qui peut s'amuser aujourd'hui à provoquer une guerre pour qu'il y ait un afflux massif de réfugiés de l'Alabama vers le Wyoming, par exemple? Nous prenons cet exemple. Nous avons le Brésil également, qui est un État fédéral. Nous avons également l'Inde, ainsi de suite. Les exemples ne manquent pas. Que les Africains abandonnent les frontières de Berlin. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 50 ans. Ça nous évitera tous ces drames. Parce que ce n'est pas du tout joli. Aujourd'hui, quand on regarde le sud et le nord Kivu, qui sont en proie à des conflits, les populations se déplacent. Parfois, elles vont en Ouganda quand elles trouvent la paix. Sinon, elles restent là et les gens meurent. L'État fédéral, c'est une nécessité. Une nécessité, mais plus qu'absolue, une nécessité même vitale. 5e sujet que nous avons choisi.
je suis obligé de rigoler. C'est encore une fois jusqu'à quand? Pourquoi nous disons jusqu'à quand? C'est l'Union africaine. L'Union africaine, à un moment donné, on se demande à quoi ça sert. Regardez ce qui se passe en Méditerranée. En Méditerranée, nous avons quasiment chaque semaine des frères, des enfants qui quittent le continent africain pour des raisons que nous connaissons. Ça peut être la misère, la pauvreté, la faim, les guerres, l'intolérance politique. Et les gens se noient dans la Méditerranée. Et chaque semaine, nous attendons un signal venant de la part de l'Union africaine. Mais nous ne voyons pas ce signal. Que fait l'Union africaine? Encore une fois, nous interpellons l'Union africaine. Il n'y a pas un continent au monde où il y a autant de sommets que l'Afrique. Il y a des sommets surtout sur la malaria, sur le féminisme, sur l'enseignement de la Shoah au Sénégal. Eh oui, parce que là aussi, on va innover. On va enseigner la Shoah au Sénégal. C'est génial. Les Sénégalais s'intéressent tellement à la Shoah. Ils ne connaissent pas les autres problèmes, c'est la Shoah qui les intéresse. Alors qu'il y a des enfants sénégalais qui, tous les jours, quittent le Sénégal et qui meurent dans l'océan Atlantique, qui meurent dans la Méditerranée. Que fait l'Union africaine? La première mission d'une structure comme l'Union africaine, comme celle de nos États, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais nous disons d'abord des personnes, parce que c'est ce qui va au-delà. Demain, il y aura encore 1000 morts dans la Méditerranée. L'Union africaine dira quoi? C'est ce qui nous arrive tous les jours. Chaque semaine, on ne peut pas passer une semaine sans que nous en parle. Et le plus malheureux, c'est d'apprendre qu'au niveau de l'Union européenne, il y a un sommet qui est organisé pour cela. Même si c'est pour la forme, ils ont fait un sommet. Et nous alors? Là, tout le monde est allé à Lagos pour féliciter Mouabadou Bouhari pour sa brillante élection et son investiture. C'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour empêcher que nos enfants, nos filles, nos fils, nos sœurs, nos pères et nos mères ne prennent le chemin de l'exil pour aller mourir dans la Méditerranée? Qu'est-ce qu'on fait pour cela? Quand est-ce qu'on va décider de changer de fusil d'épaule? Quand est-ce qu'on va décider de changer véritablement de paradigme et de remettre la balle au centre pour que les choses puissent avancer et bouger dans le bon sens du terme? Nous ne parlons pas de construire des routes, nous ne parlons pas de construire des immeubles, mais nous parlons de remettre l'homme au cœur du système. Et si nous ne remettons pas l'homme au cœur du système, il y aura encore de plus en plus de morts dans la Méditerranée, des familles endeuillées, des autres qui vont rigoler de notre incapacité, dit-on chronique, c'est comme ça que les gens parlent, pour ne pas dire légendaire, à régler nos problèmes, à juguler nos crises. Qu'est-ce que nous faisons à ce niveau? L'Union africaine est interpellée. Madame Zuma, lorsque vous avez été élue, vous avez reçu des messages de félicitations de partout. Pourquoi? Parce que vous êtes une femme. On s'est dit qu'avec une femme, les choses allaient changer. Pourquoi? Parce que vous êtes issu d'un pays où l'anglais est l'une des langues officielles. Les francophones étant soi-disant discrédités sur ce continent, on s'est dit que quelqu'un qui parlait l'anglais au quotidien pouvait changer les choses. Mais nous avons l'impression que les choses ne changent pas tant que ça. Nous avons vraiment cette impression. Il faut vraiment faire quelque chose. Parce que demain, comme l'avait dit James Baldwin, la prochaine fois, ce sera le feu. Et ce feu, il pourrait embraser tout le continent, même ceux qui sont terrés dans leur palais, tranquillement en train de bien manger et en train de bien boire. Alors, pour terminer, c'est pas un mot aujourd'hui, mais c'est une expression. L'expression, c'est l'après-pétrole. Vous êtes au courant, il y a une crise des énergies à travers le monde aujourd'hui, particulièrement du pétrole. Les pays africains qui produisent du pétrole en mal quelque part, vraiment en mal quelque part, parce que le prix du baril ne cesse de baisser. Congo, Gabon, Angola, Nigeria, il y a beaucoup d'interrogations à ce niveau. Et quand on essaie de suivre la chaîne de télévision congolaise officielle, la chaîne de télévision gabonaise officielle, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut penser à l'après-pétrole. Quand on écoute des analystes nigérians sérieux, des politologues compétents, dont la compétence est reconnue depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, ils disent c'est le moment de penser à l'après-pétrole. Mais moi, je pense aujourd'hui à un musicien au Congo, il n'est pas très connu en dehors des frontières, qui s'appelle Mangungu Clé. Il passait à la télévision dans les années 80, il chantait « Nous devons penser à l'après-pétrole ». Tokanissa après-pétrole. Donc, si ce chanteur passait à la télévision pour le dire, ça veut dire que le gouvernement, à l'époque, était déjà au courant de la chose. Il est quand même dommage que 32 à 35 ans après, nous en soyons encore là en train de dire il faut penser à l'après-pétrole. Mais l'après-pétrole, c'est dès que la première goutte de pétrole apparaît, parce que les ressources de l'humanité ne sont pas inépuisables. Si l'homme, nous pensons qu'il sera toujours là, l'homme avec un grand H, mais les ressources ne sont pas inépuisables. Le charbon a fait son temps, il fut un temps. Il n'y a plus grand-chose aujourd'hui au niveau du charbon. Le pétrole, on y arrivera un jour. Mais si nous continuons à dormir, Nigeria, Congo, Gabon, Cameroun, et à nous contenter de ce pétrole, demain, on n'aura rien, si ce n'est des eaux de pluie à vendre. Et là, nous craignons que plus personne ne s'intéresse réellement à nous. Voilà, c'était le dernier sujet avec l'expression après pétrole. Merci encore pour votre fidélité. Vous étiez sur Afrique TV dans votre émission Ça fait palabre. Nous vous disons à très bientôt.